Bonjour, bienvenue à cette séquence numéro 4 sur le module mathématiques pour le signal. Donc là, aujourd'hui, on va nous intéresser à l'approximation de fonctions, donc, qui est basée sur ce qu'on a vu. Donc, on a vu l'espace de Hilbert, on a vu la projection, le théorème de projection orthogonale et l'intérêt des bases orthonormées pour représenter de l'information originale. On va donc aller un petit peu plus loin et puis aller vers l'aspect approximation. On en a déjà parlé, ce que c'est qu'une approximation, l'utilisation de l'approximation sur notamment toutes les normes multimédia. Donc l'idée, c'est de représenter l'information autrement. Comment? En la représentant dans un sous-espace vectoriel ou hilbertien réduit pour finalement gagner de l'espace, gagner aussi du temps pour pouvoir le faire les traitements, tout en ayant une information qui est très proche de l'information originale. Donc on va regarder un peu tout ça, et puis je vais couper la vidéo pour que vous voyez l'ensemble des slides. Donc on va, bon, on a déjà parlé d'utilisation, donc l'idée c'est vraiment si on est dans une base de dimension réduite, ben, c'est plus facile, les signaux sont plus faciles à manipuler, plus faciles à comprimer, plus faciles à stocker, à transmettre, lorsque finalement ces données deviennent discrètes, on peut utiliser tous les outils informatiques, donc numériques que nous avons sous la main pour pouvoir les manipuler. Alors, comment on va approximer une fonction? Donc, on va revenir un peu sur un certain nombre de choses formelles. Donc, on va approximer une fonction originale f de t ici, qui est dans un espace de Hilbert. Imagine une fonction continue. On va l'approximer dans un intervalle donné. On va se prendre pour faire ça une base donc orthonormée dans laquelle on représente f de t. Donc, vous voyez qu'ici, cette base est de dimension infinie, d'accord? Ici, avec les fonctions de base qui sont les fonctions phi de n. En les combinant linéairement, on obtient f de t. Je rappelle la formule pour retrouver les coefficients qui vont avec chacune des fonctions de base. Là, il suffit de faire un produit scalaire, ici un produit hermitien, entre la fonction f qu'on veut analyser et la fonction de base avec laquelle on veut l'analyser. Ça nous donnera un scalaire, soit complexe, soit réel, qui donne le contenu de f ressemblant à cette fonction de base phi de n. Donc, ce qu'on veut faire, c'est à la place d'utiliser cette famille de fonctions qui est quand même de dimension infinie, est-ce qu'on ne peut pas avoir une famille de fonctions avec une dimension finie, grand N? Et vous voyez ici, l'idée serait de dire, bah, j'aimerais bien trouver cette grand N et cette famille de fonctions qui minimiserait cette distance entre la fonction originale et la fonction reproduite par uniquement ces grand N fonctions. Est-ce qu'on ne peut pas avoir cette erreur au carré, ou cette distance au carré, la plus petite possible? Donc l'idée, c'est de faire une approximation au sens des moindres carrés, on appelle ça comme ça, donc ici au sens de la distance quadratique utilisée. Alors, Fn ici, on peut le voir comme, bien sûr, une projection de la fonction originale dans un sous-espace grand S, dont la base est fournie par ces grand N fonctions de base ici. D'accord? Donc, écrivons cette norme au carré de f sous cette forme. Vous voyez que là, ici, nous avons enlevé la fonction fn de t et nous l'avons de nouveau ajouté, donc l'opération est neutre. Par contre, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé ici un terme, fn de et un deuxième terme. Ce deuxième terme est orthogonal à ce premier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une projection orthogonale, ce qu'on n'a pas pris, ce qu'on a laissé tomber sur la route quand on a fait la projection, ben, cette erreur d'approximation est contenue dans le sous-espace complémentaire qui est orthogonal au sous-espace grand S dans lequel on a fait la projection. Donc, ces deux termes sont orthogonaux. Et que dit Pythagore? Pythagore dit qu'on peut donc distribuer la norme dans la somme lorsque x et y sont orthogonaux, comme on voit ici. Donc on va pouvoir simplement écrire cette expression ici en distribuant la somme, la norme dans la somme.
Voilà, on a ça. Et puis après, ici, on prend ce terme, on le met de l'autre côté, et donc on obtient cette expression ici, qui est quelque chose, donc évidemment, donc, qui est donc est égal à ça, hein, et c'est quelque chose, ce terme est bien sûr quelque chose de positif ou nul. Simplement, l'idée ici, c'est de montrer que lorsqu'on fait une projection orthogonale, bah, l'erreur qu'on fait, les choses qu'on va laisser en route, vous voyez, toute cette partie-là, bah, c'est quelque chose de positif ou nul. Bah, nous, on voudrait bien que cette partie-là qu'on laisse tomber soit plutôt nulle que une valeur positive ou très proche de zéro, donc quelque chose d'epsilonesque. Donc on veut minimiser ce terme qui est l'erreur d'approximation. Alors comment choisir grand N à partir de ce rang grand N, comment choisir cette famille de fonctions pour pouvoir minimiser ce terme ici. Si on était capable de le faire, si on pouvait faire tendre ça vers 0, en bien choisissant la famille de fonctions avec les grandes fonctions, à ce moment-là, on pourrait dire on est à une quasi-parfaite égalité au sens des moines carrés. Et donc, ce n'est plus la peine d'avoir la fonction originale à manipuler, mais plutôt une fonction approximante, très très bien approximante. Alors là, on va utiliser une propriété de l'espace de Hilbert qu'on avait un peu laissé de côté, c'est la suite de Cauchy qui converge. Évidemment, une suite de Cauchy converge toujours, c'est par définition, mais ensuite, elle converge vers quoi dans un espace de Hilbert? Elle converge vers une fonction de cet espace. On a parlé de complétitude, donc l'espace de Hilbert est complet, il n'y a pas de trou. Donc, toute fonction ou toute famille de fonctions, ça c'est une famille de fonctions qu'on a là, et va converger, lorsque n va tendre vers l'infini, vers une fonction f qui sera dans l'espace aussi. Donc on est très très bien confiné, on reste dans un espace tout à fait sympathique. Et la suite de Cauchy, maintenant, on va le détailler un peu. Qu'est-ce que dit la suite de Cauchy? Donc ça dit que pour tout epsilon plus grand que 0, on peut trouver un rang n-1, à partir duquel, pour un couple quelconque P et Q, pour tout couple P et Q plus grand que n-1, donc ce sont des entiers par exemple qui sont plus grands que n-1, par exemple n et n plus 1, on peut montrer, donc la suite de Cauchy dit que les fonctions, cette famille de fonctions, donc la fonction fp et fq, vont commencer à étrangement se ressembler, et donc la différence au sens global, quadratique, sera négligeable ou très petite, donc epsilonesque. Vous voyez qu'à partir d'un certain rang, cette famille de fonctions ne bouge plus. Quelque chose ici qui tend vers 0. Maintenant, si on prend n égale, petit n ici, égale, ou q égale grand N, puisque q est plus grand que n-1, et si on prend p qui tend vers l'infini, on retrouve ici l'expression ou les termes que nous avions vus tout à l'heure. Donc c'est ça, ici, c'est ces composantes qu'on a laissées tomber, c'est tous les composants à partir du grand N. Alors, on peut voir que ces composantes, enfin, la somme, l'énergie de ces composantes, la somme des énergies de chacune des composantes tend vers 0 d'après la complétitude de l'espace de Hilbert. Autrement dit, on ressemble au sens des moines carrés. Il suffit de garder uniquement les grandes N fonctions et les coefficients qui vont avec. On a une famille, on a une fonction qui est très très proche de la fonction originale. Donc voilà, tout ceci dit autrement. Si on fait le lien avec le théorème de projection, la projection orthogonale de f, le signal original, sur le sous-espace de Hilbert grand S, de dimension grand N, approxime f au sens des moines carrés dans l'intervalle AB. Vous voyez ici, par exemple, à la place d'avoir cette fonction originale en bleu, on a la fonction en rouge qui approxime globalement, correctement. Il y a une similarité entre les fonctions de base. Voilà. Donc, il n'y a pas de convergence point à point. C'est donc une convergence un peu globale des choses. Alors, vous voyez ici à gauche, je vous ai mis un exemple où là, on parle d'une suite de fonctions qui, uniformément, petit à petit, va tendre vers cette fonction valeur absolue, mais point à point. C'est-à-dire qu'à chaque point, on va converger vers cette fonction, donc on sera parfaitement égal à tous les points
à ces fonctions. Ce n'est pas ce qu'on cherche ici. Nous, on ne cherche pas la convergence uniforme. On ne cherche pas la convergence pointeur. Nous, on cherche une convergence de ce type. Vous voyez que pour représenter la fonction ici originale, donc notre f en bleu, c'est ce qu'on va approximer, bah, si on prend une fonction de base signal sinusoïdal, bah, voilà, cette approximation, avec 2 signaux sinusoïdaux, avec 3 signaux sinusoïdaux, avec 4 signaux sinusoïdaux. Donc on commence à ressembler de plus en plus à cette fonction originale qui est en bleu, mais c'est une ressemblance globale et on essaie de minimiser la différence en minimisant une erreur globale et non pas essayer d'être pile poil à point égal à la fonction qu'on veut analyser. Alors, je vais terminer avec la séquence avec les aspects, l'aspect plutôt pratique. Hein. On a plutôt tendance à travailler avec des matrices qu'avec des produits scalaires, hein, parce que les produits scalaires peuvent être de nombres relativement importants, grande N produits scalaires. Maintenant, on est dans une, vous voyez qu'on maintenant, à partir de maintenant, on est dans une dimension finie, hein, grand N. Et donc, si on veut analyser un signal discret, par exemple, prenons un signal discret ici, avec grand N points, d'accord, voilà, on veut l'analyser avec les fonctions de base de la transformée de Fourier discrète ici. OK, pas de problème. On peut calculer chaque coefficient de Fourier en projetant x sur phi de k. Et on aura donc combien de coefficients de Fourier? Bah, grand N, coefficient de Fourier. Donc on peut faire grand N produit scalaire ou hermitien, puisque les fonctions ici sont complexes. À la place de ça, on peut très bien aussi écrire ça sous la forme d'une matrice, c'est-à-dire au lieu de calculer n produits scalaires, on va calculer un produit matriciel. Nous avons mis en ligne ici les familles, enfin la fonction phi 0, phi 1, etc., phi k et phi n-1. Donc en ligne, on a les familles, les fonctions de base. En colonne ici, nous avons le signal discret. Et ici, nous obtenons grand X avec chaque coefficient associé à un produit scalaire. Oui, ici, par exemple, c'est le produit scalaire entre phi 0 et x. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut faire ça, tout simplement avec un produit matriciel. La matrice ici est appelée le noyau de la transformation ou la transformation. C'est quelque chose d'assez courant et relativement simple à utiliser. Vous l'avez probablement vu également auparavant dans vos cours d'algèbre, quand vous avez vu les matrices de passage en général. Donc ça, c'est une matrice de passage P que vous avez dû voir quand on veut passer d'une base B à une base B'. C'est vrai que la transformation permet de passer d'une représentation, par exemple, temporelle à une représentation fréquentielle. Donc, vous voyez qu'on a changé de domaine. Ici, x était représenté dans la base B, et grand X va être représenté dans la base B', par exemple, dans l'espace de Fourier. Vous voyez que là, ici, la transformation joue le jeu, finalement, de matrice de passage. Ici, l'idée est surtout pas de changer l'information. Simplement, l'information X est représentée dans une autre base, donc autrement. D'accord? Donc, c'est plutôt une application identité et non pas une réelle transformation. C'est un abus de langage de parler de transformation. Ici, on veut simplement représenter autrement. Et l'idée, si vous voulez analyser un signal X, c'est à vous de choisir quel est le domaine dans lequel, quelle est la base dans laquelle vous voulez, le sous-espace dans lequel vous voulez analyser ce signal. Donc, il faudrait trouver un sous-espace dans lequel il est plus facile de caractériser l'information. Par exemple, faire ressortir des caractéristiques qui ne ressortaient pas dans le signal X. Prenons un signal sinusoïdal, X pur, en discret, ça va être une infinité de points, de moins l'infini à plus l'infini. Est-ce que c'est plus intéressant de voir ça ou de passer en Fourier? Vous allez voir juste un pic à la fréquence f0, une autre à la fréquence moins f0, hein, puisque c'est le signal sinusoïdal est impair, donc vous allez avoir deux pics, hein, mais ce qui est important, c'est le pic à f0. Donc vous voyez qu'avec un seul pic, donc avec une seule valeur, un seul coefficient, vous analysez la même information dans un espace de Fourier, beaucoup plus simple que si vous aviez à gérer une infinité de points avec le signal sinusoïdal de base. Donc voilà. Alors, comment on calcule T-1?
C'est vrai que ça peut être utile de le savoir, parce qu'il faut quand même faire l'aller. Et après, il faut pouvoir revenir sur X, hein, donc pour reconstituer. Donc, comment ça se passe? Ben, c'est facile. Quand on a les bases B et B' qui sont orthonormées, ben, T-1 est relativement facile à calculer. T-1, c'est T, enfin, on prend la transposée hermitien de T. Qu'est-ce que c'est? On prend la transposée classique et on prend, on prend le complexe de cette matrice. Alors, si les éléments sont réels, c'est plus facile. T-1 égale T transposé. Si en plus T est symétrique, à ce moment-là, vous avez T-1 égale T, par exemple, la transformée cosinus. Si c'est symétrique et si c'est complexe, alors T-1 égale T complexe. Par exemple, pour tout ce qui est transformée de Fourier, nous avons donc T-1 hyper facilement calculable avec juste le T transposé, enfin T complète. Voilà. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir manipuler différentes transformations orthonormées avec T et T-1 qui sont donc des matrices de passage sans changer l'information. On représente autrement pour mieux analyser le signal original.